Shmaya, on va commencer Masechet Souka. Il faut savoir que Souka, c'était la Gemara la préférée du Gaon de Vilna. C'était sa Masechet la plus préférée du tout le Talmud. Il savait compter même les lettres de Souka. Et il est mort Soukot. Souka, c'est Soukot. Oui. On va que du Souka, de la Souka. Même Rabbi Nachman de Breslev est mort Soukot. Il est mort Soukot. Et il a dit que il savait quand. Alors il dit, regardez, c'est incroyable. Souka complet, on écrit Samer, Vav, Kaf, He. Ça fait en chiffre numérique, ça représente 91. Comme le nom divin d'Akadosh Baruch Hu. Havaya Adnout, c'est 91. Comme Amen. Yud Ke Vav Ke, Aleph Dalet Nun Yud, ça représente 91. Alors, Souka Malé, il a trouvé 4. Il y a en fait dans ma série de Souka 91 schémas des cas différents de Souka qui sont cachers. Souka Malé. On va dire que la Souka. Ouais, Souka, Adas, Lula, Varava. Et quand c'est Souka Chasser, Samer Kafé, ça représente combien? 85. 85 cas de Souka Pasoul. Incroyable, hein? Dans le mot Souka. Maintenant, Souka, si tu prends les lettres, le mot Souka, tu as en fait les formes de la Souka, comment elle est cachère. Alors, tu as Samer, le Samer de la Souka, il a 4 coins. Il a en haut un tiré, en bas, et 2 dans les côtés. C'est la Souka classique, 4 murs, elle est cachère. Maintenant, même si tu me fais une Souka avec 3 murs, comme un kaf, 2 tirés en haut et quelque chose qui lit, elle est aussi cachère. Même si tu me fais maintenant une Souka comme un he, 1, 2, et un petit au milieu et qui a de l'écart, il est plus le petit, il est plus que 3 tefarim, c'est considéré comme un 3e mur et c'est cachère. Donc, Souka, le vav, non. Un Souka normal. Dans la Torah, il est écrit Souka sans vav. Ah, d'accord. Maintenant, on va baisser. On monte de niveau maintenant dans la Gemara. où c'est écrit sans vav? Dans la Torah. Ah oui. Toujours, Soukot et jour. Bezrat Hashem, comme Baruch Hashem, chacun de vous maintenant a beaucoup de Gemara derrière lui déjà. Je pense qu'on va commencer à faire tous les Tosfot aussi. Les petits-enfants de Rashi. On étudie bien avec la halacha. On va monter et tous les Rashi. Comme ça. Rachi au moins. Oui. Tous les Rachi. Tous les Rashi, Bezrat Hashem, Blineder. Est-ce que vous avez dit vos vraies histoires? Ouais. Rachi. C'était la Iloula de Rashi. Ouais. Expliquez le rap. Alors, Souka Shei Gevoa Lemala Me'esrim Ama. Pesula. Une souka tellement haute, Esrim Ama, ça représente 10 mètres. Et Rabbi Yehuda, il dit qu'elle est cachère, cette souka. C'est-à-dire, premier sujet, c'est une souka tellement haute que le srach, il est tellement haut. Les yeux n'atteignent pas le srach. Quand tu rentres dans une maison avec un haut plafond, tes yeux, ils se cognent à un moment dans le mur. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de l'espace pour... Tu fais comme ça, tu vois tout de suite le mur. Maintenant, cette souka qui est là 20 amas, il faut que tu fais comme ça pour voir le srach. Ça représente 10 mètres de hauteur. La Gemara après va parler, est-ce que c'est en proportion? Si par exemple je rentre dans une souka qui fait 10 mètres de hauteur, mais elle est longue et elle s'étale sur 150 mètres. Donc quand tu t'assois comme ça, tu vois le srach au bout avec les yeux. Tu ne vois pas le srach sur toi, mais tu vois du srach. Est-ce que c'est là elle est cachère? Alors en tous les cas, dans notre Mishnah, on a un débat entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Tanakama, il dit pasoulé, c'est ça la halakha. Et Rabbi Yehuda, il dit cachère. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est Souka chez Ena Gvoa à Sarat Efachim. Elle est tellement petite, moins pour Chazon Ish, c'est 1 mètre, pour Rabbi Chaim Nae, c'est 80 cm. Moins de 80 cm, c'est plus une souka, c'est une niche. C'est une niche. Oui, c'est une niche. Mais si c'est un nain qui l'a fait, que c'est ça. Il a fait. Maintenant, bon, un nain, tu as raison. Mais même pour un nain, Batlada Ato, c'est le Koladam, ce n'est pas la souka que la Torah a demandé. Donc,
Non, il peut y avoir, écoute, quelqu'un il va en vacances, je sais pas moi, il veut dormir dans une souka, il n'a pas le temps, il voit des pierres, il met du bois dessus, il veut rentrer, il veut dormir. Alors on te dit, une souka qui a moins de 80 cm de hauteur, elle n'est pas saoule. Ça, c'est le deuxième cas. Troisième cas, elle a moins de... Elle n'a pas 3 murs, même pas le hé, c'est-à-dire elle est de souka que je vous ai dit. Elle n'a pas 3 murs, elle n'est pas saoule. Veshechamata, quatrième cas. Veshechamata meruba metzilata. Elle a plus de soleil que d'ombre. Rashi nous dit, on va voir après dans les mots, que toute la souka, c'est l'ombre. La souka, ce n'est pas les murs, c'est le plafond, toujours. Plus important dans la souka, ce n'est pas le mur, c'est le plafond. Ça, c'est la Mishnah. Veshechamata meruba metzilata. Elle a plus de soleil. Comment on calcule ça? L'heure de midi. Parce que par exemple, imagine-toi que tu as fait des murs cachers en verre pour la souka, transparent. Et tu as du soleil qui rentre tellement en journée que c'est insupportable. Elle est cachère cette souka ou elle est pas soule? Elle est cachère. Il y a des murs. Comment on calcule chez Hamata Meruba Metzilata le soleil? Midi, quand le soleil il est en haut, sur l'homme. Alors dès que tu es à l'ombre, tu es à l'ombre. Là en ce moment, si tu as plus de soleil dans l'endroit où tu es que d'ombre, c'est pas soule. Donc, on mesure toujours pour calculer le srach de la souka, Hamata Meruba Metzilata, on le calcule entre midi et 2 heures de l'après-midi. Que le soleil est en haut, c'est là que tu vérifies au zénith. Et tu vérifies si tu as de l'ombre ou pas. Exactement. S'il y a plus d'ombre que de soleil, cachère. Que tu ramasses. S'il y a plus d'ombre que de soleil, c'est cachère. S'il y a pas plus, c'est pas soul. Hamata meruba mitzilata. Rashi. On définit par la négative. Hein? Oh, on va voir, il y a fait. Hamata meruba. Hamata, c'est-à-dire il y a plus de soleil que d'ombre. Parce que la Torah, elle a dit souka. Donc égal, c'est cachère. On va voir. On ne sait pas. Il y a fait. C'est Hamata meruba. Tu peux dire de l'autre côté aussi. Hamata meruba metzilata pasoul. Hamata metzilata shavim kasher. C'est raison. Hamata meruba. Si j'avais dit l'ombre plus que le. On va voir Rashi. C'est intéressant. Souka. Rabbi Yehuda Marchir. Bagmara mefaresh plugtayu. Rashi te dit dans le Talmud, on va expliquer plus loin. Non, Rashi. Bagmara mefaresh plugtayu. Leur débat est précisé dans le Talmud. Vesheina gevoa Sarah. Bagmara aussi, la Gemara elle va expliquer pourquoi il faut minimum 10 points pour que la souka elle soit haute, minimum 10 points. Shalosh defanot, 3 murs. Nami Bagmara Yalif Leo. Même dans la Gemara, il ne dit pas Mefaresh Leo. Yalif. Yalif, c'est quoi Yalif? Il va essayer d'apprendre ça d'un texte dans la Torah, cette étude. Pourquoi une souka elle ne sera pas cachère qu'avec 4 bâtons comme une choupa? Et il y a le srach en haut. Pourquoi il faut des murs? Le srach, c'est le plus important. Puisque le srach, c'est le plus important. Puisqu'il a dit que c'est l'ombre. Exactement, c'est l'ombre qui compte. Alors, faisons une souka qu'avec des bâtons et on a le srach d'en haut. Alors, on va voir. Veshechamata meruba mitzila. Tarashi, là, il nous donne un chidouche. Écoutez bien. Amwaat batel barov. Il te dit, Rashi, c'est comme si il n'y a pas de srach. Pourquoi? Parce qu'il te dit le moat, le peu, il se fait effacer et annuler dans le rov. Kemisheeno ve'al shem askach kruya souka. C'est parce qu'il y a du srach qu'on appelle souka. Souka, la racine de souka, c'est sachach. Sachach. Be'evrato yasech lach. Ve'tachat kenafav techese. Be'evrato avec ses ailes. Yasech lach, il va te couvrir, te couver. Oui. Ah, mais c'est important. Ça veut dire que il faut pas oublier qu'il a le star, mais si le reste, il n'est pas le star, maintenant, il est plus important à la vue,
Donc c'est comme s'il n'était pas sous. Maintenant, il y a un grand ridouche. Rashi, il a employé le thème de Hamuat Batel Berov. Ça veut dire Le peu, le peu qui reste. le peu, il est Batel Berov. Il est annulé dans la majorité, dans le Rov. Hamuat Batel Berov. T'as mis vite Sarfatit? Hamuat Batel Berov. La petite quantité, elle s'annule et elle s'efface dans la grande quantité. Hamuat Batel Berov. Maintenant, mais Bitul Berov dans toute la Torah, hein, ça n'existe pas. 49% ne s'efface pas et ne s'annule pas dans 51%. C'est quoi Batel Berov? Minimum dans la Torah, c'est Had Bitré. Non, ça c'est Midera Banan. Mina Torah, c'est Had Bitré. 1 dans 2. Tu as un poulet cachère. Un tiers, donc. Hein? Un tiers. Un tiers, alors. Non, 1 pour 2. Alors, c'est quoi Batel Berov? C'est quoi Batel Berov? C'est pour ça que Rashi, il te dit, il avait besoin d'expliquer. Il te dit, c'est pas un simple Batel Berov. Parce que si tu me dis Batel Berov comme tous les Isurim, Kemi Sheeno, Vareu Kemi Sheeno. Il y a une question dans la halakha. Est-ce que Batel Berov, c'est aussi c'est que dans les Isurim ou même dans les mitzvot? C'est-à-dire, par exemple, j'ai besoin de faire des mèches de tzitzit, les petits limes. Comment on dit les mèches? Les mèches. Les mèches du tzitzit. Les fils du tzitzit. Oui, c'est pas des mèches. Les fils du tzitzit. Parce qu'en hébreu, tu dis petit là. Même pour la mèche. Oui. Les fils du tzitzit, elles doivent être en quoi? Elles doivent être tissées avec de la laine. Ou de la laine ou du lin, uniquement. Elles ne peuvent pas être faites en polyester, par exemple. C'est ça la halakha, le poskim. Si maintenant, moi je suis fabricant de fils, j'ai commandé de la laine et j'ai eu des fils en polyester qui sont mélangés et je n'arrive pas à les définir. Ils sont de tellement haute qualité que c'est fral, c'est pareil. Ou des fils en cannabis, ou peu importe, ils sont mélangés. Tu ne reconnais plus la laine. Il y a dans la laine, il y a du polyester qui s'est mélangé, il y a du cannabis qui s'est mélangé, il y a une autre matière qui s'est mélangée. Est-ce que là, je dis le même statut de Batel Berov, comme que tu dis, dans un poulet, Echad Beshishi par exemple, il a été annulé, il n'y a plus de poulet pas cachère. Il y a un poulet taref, il est tombé dans 60 poulets cachères. Tu as le droit de manger. Pourquoi le Hamuat Berov, là, Batel Berov, il ne s'applique pas à 1 sur 2 pour le poulet aussi? Non, Minatora, il s'applique. Hamuat Bat. Oui. Chachamim, ils ont demandé le goût. Ils ont demandé un 60e. Plus, ils ont augmenté la dose. Minatora, il suffisait 1 tiers, donc 2 tiers. Ça suffisait. 1 tiers pas caché. 1 tiers pas cachère dans 2 tiers cachère, ça marche. Minatora. Chachamim, ils sont venus, ils ont dit non. Ça nous contente. Ils ont dit maintenant, les gens, ils vont commencer à faire des choses. Ils ont demandé 60. C'est Midera Banan. Batel Beshishim, c'est Midera Banan, c'est pas Minatora. Il y a une question. Beyavesh, Belach, la Gemara dans Choulin. Bon, en tous les cas, la question c'est est-ce que dans Mitzvah Tarasé, dans Mitzvah, quand tu as besoin d'accomplir une Mitzvah, il y a le din de Batel Berov. Quel est l'argument de dire Batel Berov et quel est l'argument de ne pas dire Batel Berov? L'argument de te dire Batel Berov, c'est dire que la question, ce n'est pas Moutar ou Assour. Je juge qu'est-ce qu'il y a ici. Quand je vends, je dis j'ai de la laine à vendre. J'ai un produit à vendre. Je regarde la majorité. Quand tu as du vin, tu as mélangé de l'eau dedans, il y a peu d'eau. Tu dis je te vends du vin, je ne vends pas de l'eau. Il a mis de l'eau dans son vin, d'accord, mais l'idée, c'est je ne regarde pas maintenant la question halachique. Je regarde le statut de l'objet. Ce n'est pas une question halachique. Donc, pour ceux-là qui disent comme ça que le jugement de Batel Berov, c'est une déviation après, qu'est-ce que je mets comme conséquence du fait que je l'ai jugé comme majorité?
Alors, ça a des conséquences, c'est moutard. Mais l'idée, c'est, il y a du poulet cachère, point. Alors ceux-là, cet avis-là, cet avis, pour eux, c'est cachère bitul berov, même dans mitzvah tassé. Même du coton qui s'est mélangé dans de la laine, c'est cachère. Parce que c'est un jugement sur un groupe. Tandis que les autres poskim qui considèrent ça comme un shiur de mitzvah, alors il te dit, pour un issour, tu n'as pas fait d'avera. Mais pour une mitzvah, tu n'as pas fait de mitzvah non plus. Parce que je t'ai demandé de la laine. Et c'est ce qu'il dit Rashi. Rashi, il dit ici, Rashi, il te dit, ça ne rentre pas dans les critères de Batel Berov. Parce que tu m'aurais dit, un Batel Berov, c'est Had Bitré. Ça veut dire, il me faudrait 33%, 33% du soleil, il est annulé. Plus que 33%, c'est déjà, il n'a plus le digne de Batel Berov. Pour faire une avéra, il faut que l'avéra soit complète. Mais pareil, pour faire la mitzvah, il faut que la mitzvah soit complète. Donc, tu n'as pas complété ta mitzvah. Et c'est ce qu'il te dit, Rashi. Rashi, il te dit, le point ici, il te dit, tu sais pourquoi on est tellement rigoureux? Pourquoi Hamata Meruba Metzilata, quand il y a plus de soleil que d'ombre, c'est pas soul? C'est parce que la Torah, elle a appelé la mitzvah Souka, Skar. Donc, tu n'as pas de mitzvah. Ils te disent pas la question maintenant, ne me rentre pas dans le détail de c'est pas Rov, oui Rov, Hadbitré. Il te dit, c'est une autre logique qu'on applique. La Torah, elle t'a demandé de l'ombre. C'est pas de l'ombre, point. Alors, par conséquent, le commerçant qui a du fil où il y a plus de polyester dedans, dans son intention pour faire des fils intensifs, alors, il ne peut pas faire. Il donne une autre destination. C'est une autre destination. C'est plus un Batel Berov. C'est plus Batel Berov. C'est un débat. Il y a des poskim qui ont autorisé, il faut savoir. Après la Seconde Guerre mondiale, l'industrie cachère, disons surveillée, rabbinique, c'était très light. Il y a 70 ans, le domaine de la cacheroute était très, très faible. Aujourd'hui, tu as des gens... Aujourd'hui, ils ont fait un métier. Les organismes de cacheroute sont multimilliardaires. Multimilliardaires. Le OU aux États-Unis, il embauche 4 000, 5 000 personnes. Le OU. Il fait des avions, des trucs. Ils arrivent. Mais à l'époque, tu voulais t'acheter un tzitzit à Paris. Qu'est-ce que tu allais? Tu allais au marché, tu prenais du fil. Tu te faisais les fils de ton tzitzit. Tu ouvrais un peu, tu refermais pour faire les mitzvah tzitzit. Alors, tu as un fil qui est composé de... Un fibre qui est composé de comme que tu achètes un tissu aujourd'hui, c'est écrit 85% laine et 15% élastique, machin. Batel Berov. Ça voudrait dire une souka qui ferait 3 mètres sur 4 mètres, d'accord? Si sur 3 mètres de longueur, je mets beaucoup de scar, et là je laisse vide, elle fait cachère ici. Oh, maintenant il faut savoir combien de murs il y a dans la souka. S'il y a 3 murs. Il n'y a que 3 murs. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, alors si c'est dans une partie, il vaut mieux réduire avec et t'asseoir que dans l'endroit. Et si tu as 3 murs, mais si tu n'as pas 3 murs déjà, tu es dans un problème après. À quel point tu es loin du mur, oui. Non, des fois, non. Des fois, ton troisième mur qui est cachère, il est loin. Et quand tu éloignes ton srach, tu as plus que 2 mètres de ton srach au mur. Donc, le mur, il ne sert plus comme un mur de la souka. D'accord? Bon. Maintenant, donc ça, c'est Rashi sur le premier mot, sur la première chose de la souka. La Gemara, elle pose une question intéressante. Il n'y a pas beaucoup de conséquences halachiques qui sortent de cette question de Gemara, mais il y a de la philosophie du Talmud. Alors déjà, on a entamé un terme de pasoul, le mot pasoul, d'accord? Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire pasoul en hébreu? Comment vous dites, c'est pour vous inapte? Disqualifié. Inapte, comment tu traduis pasoul? Pasoul, ça veut dire quelque chose qui était cachère, il est devenu, ou c'est quelque chose à la naissance? Déjà, pasoul, c'est négatif ou positif? Positif. Non, c'est négatif. Négatif.
Pasoul. C'est-à-dire pas Enlève. pas du positif, négatif. Kasher, pasoul. D'accord? C'est déjà intéressant. Quel est déjà l'opposant? Alors, il faut savoir qu'en hébreu, aujourd'hui, dans notre hébreu aujourd'hui, on a tellement de mélange dans le mot. Aujourd'hui, kasher, le mot kasher, on l'utilise pour manger. À l'époque du Talmud, vous n'allez jamais trouver dans le Talmud le mot kasher pour de la nourriture. Il y a dans la Torah, il y a tamé, taor. C'est tamé ou c'est taor. Tu manges quelque chose, behema teora, tu ne dis pas behema keshera, behema pesula. Ça n'existe pas. Le mot kasher et pasoul, c'est un acte. Est-ce que je suis acquitté ou je ne suis pas acquitté? C'est le mot kasher. Kasher, c'est comme en hébreu moderne, kosher. Kibalti kosher, echsharti oto. Je l'ai préparé. Marchir, il y a fait. Exact. On emploie le thème marchir toujours pour te dire, ou kibel kosher, c'est une force de faire quelque chose. Le mot kasher en hébreu moderne, c'est une déformation totale de l'hébreu. Et ce mot, il a commencé. C'est pour ça qu'on dit Frédéric Kosher pour le. Oui, Frédéric Kosher, c'est renforcer ton option de faire des choses. Le mot kasher, c'est une déformation qui a commencé en Russie et après aux États-Unis, au début du 19e siècle, pour de la nourriture. Kosher. Le mot kasher pour de la nourriture. C'était une déformation. Elle est rentrée bien. Il n'y a pas kasher dans la Shulchan Aruch. Il n'y a pas. Il n'y a pas le mot kasher dans la nourriture. Il n'y a pas. Oui. Il n'y a pas. Donc le mot kasher. La force. Oui, une force pour faire quelque chose, oui. Elle a dit, où on a trouvé le mot kasher la première fois dans la Bible, où on a vu kasher la première fois dans la Bible, Esther Amalka. Elle dit au roi Achashverosh, Im kasher adavar be'ene amelech. Si ça te convient de faire quelque chose, c'est pas lié à de la nourriture. Donc, kasher, pasoul, on ne devrait même pas l'utiliser pour manger. Donc maintenant, on reprend la base. Il a fait, mais kasher, dans la Torah, c'est ma'achalot asurot. D'ailleurs, le Rambam, c'est intéressant. Rambam, quand il a écrit dans les règles de qu'est-ce que tu as le droit de manger et qu'est-ce que tu n'as pas le droit de manger, il a appelé ça ilchot ma'achalot asurot. Ce ma'achal, cette nourriture, mutarli ou asurli. C'est tout. Asur, mutar, taor, tamé. Point. Il n'y a pas de. Il n'y a pas kasher. Il n'y a pas kasher. Kasher, c'est dans l'action. C'est vrai que ça fausse le raisonnement en plus. Oui. Parce que tu peux dire, c'est interdit sans porter un jugement sur la chose. Nahon. Les gens disent, oui, mais oui, tu moutardes, mais c'est pas kasher. Exactement. Il n'y a pas de sous cache-route. Nahon. Nahon. Moutard ou assour. Nahon. Dans l'alimentation. Ça résout beaucoup de problèmes de Beddin aujourd'hui. Évidemment. La galoche, qu'est-ce qu'elle a fait? Non, parce qu'il y a des gens qui vont te dire, oui, c'est moutard, mais c'est pas kasher. Voilà, ouais, c'est. C'est moutard. Il y en a qui moutard, mais c'est pas kasher. L'utilisation du mot kasher. Ouais. Oui, Exactement. Il vient pour. c'est moutard ou assour. Nahon. Et donc maintenant, alors qu'on a compris bien le thème de kasher, là maintenant on va la question de la Gemara. Maintenant, écoutez la Gemara. La Gemara, hein, la Gemara nous pose une question intéressante. Elle te dit, regarde, quand tu veux me dire pasoul, ça veut dire tu ne peux pas faire cette action. Alors elle te dit, Souka Shigvoa Lema Lame Esri Mama, on a dit plus haute. Tanakama, il a employé le thème psoula, pasoul. Pasoul, ça veut dire rien. Elle te dit, elle a amené un parallèle dans Hiruvin, dans ma série Hiruvin, on a une halakha. À l'époque, on a une cour, Shabbat. J'ai une cour. Il y a Hiruvé Chatzerot et il y a Shitoufé Mevoot. J'explique la règle pour comprendre la halakha. On a, et comme en France, quand vous allez en France à Paris, vous rentrez dans les immeubles, dans les anciens quartiers, c'est pas comme en Israël. En Israël, tu as des immeubles indépendants. Et pourquoi ils ont fait ça?
Ça fait beaucoup de dégâts parce que il n'y a plus la beauté de la ville, il n'y a pas les longues rues, etc. Parce que chaque habitant, il veut avoir l'air de quatre côtés. Dans les villes à l'époque, non. On veut économiser de la place. Les immeubles sont collés les uns aux autres. Et tu n'as que de l'air de la cour et de la rue. Tu as le côté. Alors, dans les cours, tu as la cour, la grande cour. Tu rentres dans une cour. Les belles cours, c'est quoi? C'est que tu as des maisons, des chambres qui donnent tous sur la cour. La cour, elle sert tout le monde. Dans la cour, qu'est-ce qu'on fait? Dans la cour, les femmes, elles donnent à manger midi à leurs enfants. Le soir, on rentre à la maison. Le mari, il rentre. La cour, elle servait, c'était le salon de tout le monde. Elles font leur linge là-dedans. Elles font leur pain ensemble. À l'époque, et tamiser les grains de blé. Les enfants, ils s'amusent. Les enfants, ils s'amusent toute la journée dehors. Et la cour, c'est à tout le monde. C'est le lieu de vie par excellence. C'est le lieu de vie. Il n'y a pas un problème de promiscuité par rapport à la femme et ça? De quoi? C'est plusieurs familles. Non. Chacun, il gardait ses limites. Du moment que tu sais, c'était la manière de vivre à l'époque. L'intimité, c'était dans la maison. L'intimité, mais tu vois bien, les gens à l'époque, ils vivaient dans 2 pièces. Pourquoi ils vivaient dans 2 pièces? Parce que toute la journée, les enfants étaient dans la cour. Mon grand-père Oui. il y avait une maison comme ça. Exactement. Tout le monde, c'était comme ça. Tout le monde. Il y avait la cour. Dans la Mishnah, dans ma Masechet Shabbat, c'était leur manière de vivre. Mais alors, des fois, il y avait 2-3 chambres en haut. Exactement. 2 chambres en haut. Des fois, il y avait une, des fois, il y avait deux, des Non. fois, il y avait 3 chambres. Non. Il y avait les parents, ils avaient un petit trou. Ils avaient un petit trou. Ils dormaient pour avoir une sorte d'intimité. Les enfants, le soir, on mettait les matelas. Il y avait le salon arabe. Le soir, on prenait les matelas, on mettait par terre et tout le monde s'étalait. Et en journée, tout le monde dans la cour, toute la journée. Donc, c'était ça leur système. De là est venue l'idée de Hirouvé Hatzerot. Shabbat, je n'ai pas le droit de prendre quelque chose qui est chez moi et le faire passer dans la chambre de mon voisin. Si j'ai pas, alors je fais le Hirouv Hatzerot. C'est quoi le Hirouv? C'est de donner la cour à tout le monde et de faire de la cour comme si la cour, c'est une maison d'une personne. L'idée, c'était de faire le shalom, c'était de garder l'harmonie. Parce que cette idée de Hirouvé Hatzerot, on ne sait pas exactement. Bonjour. On ne sait pas exactement d'où l'idée de Hirouvé Hatzerot elle est arrivée. Pour faire le shalom entre les gens. Parce que, quelque part, c'est quoi? On s'associe tous sur du pain dans un immeuble. Le pain, il appartient à tout le monde. Du fait que tout le monde a le droit de manger de ce pain, on le met dans la cour, comme si la cour, elle appartient à tout le monde de la même manière. C'est pour regarder le statut. À la base, à mon avis, l'idée, c'est de mettre le shalom. Ça veut dire c'est d'imposer une règle que tout le monde est obligé d'être associé. S'il y a un voisin qui conteste le hirouv, qui n'est pas d'accord de se mettre avec tout le monde, il interdit à toute la cour de transporter quelque chose Shabbat. Ça, c'est le hirouv Hatzerot, à la base. Ça, c'est le hirouv Hatzer. Maintenant, alors, j'ai le droit maintenant, quand j'ai mis un pain, le hirouv, alors maintenant, il y a le hirouv Hatzerot. Le hirouv Hatzerot, on s'associe tous sur du pain. Et c'est ce qu'on fait dans les immeubles. Tu mets un paquet de matzot, ou des crackers qui résistent toute l'année. Et tu donnes l'option à tous les voisins de pouvoir manger. Ça te permet de déplacer quelque chose d'un endroit à l'autre. Ça, c'est la halakha. Il faisait ça dans Shulchan Aruch Siman Shin Sameche. Vous avez toutes les halakhot de Hirouvé Hatzerot. Ça, c'est la cour, le Hatzer. Dans un endroit, dans la chambre d'escalier, on met une armoire. Dans la chambre d'escalier, on met une armoire. Et il y a un petit truc. Dans les Yishuvim aussi, ils mettent à la synagogue principale, ils mettent le Hirouvé Hatzerot pour tout le monde. Et il y a Shitoufé Mevohot. C'est quoi Shitoufé Mevohot? De la même manière qu'on a Hirouvé Hatzerot, on veut étaler un peu plus. Quand on a fait Hirouvé Hatzerot, on a parlé du fond de cour. La cour de l'immeuble. Voilà, à l'intérieur. Alors, la cour de l'immeuble, c'est 4 immeubles qui sont collés d'une manière. Chacun, il a sa sortie sur la cour. Maintenant, cette maison-là, cette cour, elle va donner sur une rue. Dans la rue, il y a beaucoup de cours qui vont tous donner sur un boulevard, sur une rue. J'ai envie d'autoriser tout le boulevard, toute la rue. Maintenant, la rue, c'était des rues sans issue. C'est-à-dire, c'est comme des rues hollandaises. Elles se terminent au bout, il y a un mur. Donc, le mur déjà, il fait un mur. Il y a
toutes les rues tous les murs de la rue avec les portes qui sortent sur la rue même. Et ça fait de cette rue une grande cour. La rue, elle s'appelle Mavoy, Mevohot. Dans ce Mavoy, Chachamim, ils ont dit, il faut faire encore un chitouf pour pouvoir permettre à cette cour de pouvoir transporter dans l'autre cour. Alors, il faut mettre quoi? Il faut faire Midera Banane. Ils ont dit de mettre Midera Banane, un grand poteau au début du Mavoy pour fermer comme si le poteau, il fait en sorte comme si c'était un portail du Mavoy. Et donc, cette rue sans issue, elle devient une cour de tout le monde. Il ne suffit pas que le Mavoy, il faut faire aussi un Shitouf Mevohot. Là, le Shitouf Mevohot, il est différent du Hirouvé Chatzerot. Tu peux le faire même sur du vin. Tu mets un tonneau de vin et tout le monde est associé là-dedans. Et tu associes cette cour à tout le monde. Ça, le Rav, il est obligé de faire. Les rabbinim de la ville, ils sont censés à faire. Il ne suffit pas le Hirouv de pouvoir me permettre que ça ne s'appelle pas Reshut Arabim. Il faut aussi un Shitoufé Mevohot ou un Hirouvé Chatzerot. Alors là, j'ai plusieurs chambres avec une cour. Il faut qu'il y ait à côté la même chose comme ça. Non. Il peut ne pas y avoir, mais s'il y a beaucoup, et moi je veux transporter de ma cour à moi, je veux traverser la rue, aller chez mon copain de l'autre côté, de l'autre bout de la rue, et je veux prendre quelque chose Shabbat. Je n'aurai pas le droit de faire ça s'il n'y a pas le Shitoufé Mevohot. Ça veut dire le Shitoufé Mevohot, c'est d'associer tout le monde. Alors aujourd'hui, on n'a pas, aujourd'hui dans les temps modernes, aujourd'hui, c'est plus comme avant. Alors, il faut qu'il y ait. Alors, le Mavo, comment il est? Alors on va prendre une maison classique à Ranana. On va considérer que le mur, il y a des petits murs quand même. Avant de rentrer dans l'immeuble, tu ne peux pas rentrer comme ça dans l'immeuble. Il y a une barrière. Donc, c'est mon Mavoy. C'est le Mavoy du. Maintenant, je vais mettre au bout de la rue un poteau qui va me servir comme un Shitoufé Mevohot. Si la rue elle est hollandaise. Même si elle n'est pas hollandaise, il y a des moyens pour trouver, pour faire, mais il faut que le Rav de la ville, il associe toute la ville sur un tonneau de vin. Pourquoi? Ou sur des matzot, pour pouvoir leur permettre, à part le hirouv, il y a le hirouv qui s'appelle le hirouv par défaut, c'est les bâtons avec les fils autour de toute la ville. Bâtons avec des fils, ce n'est pas valable d'après Shulchan Aruch. C'est valable que d'après le Rama. D'après le Shulchan Aruch, il faut qu'il y ait une muraille. D'après le Shulchan Aruch, la seule ville où on peut vraiment transporter, c'est Jérusalem. Pour Shulchan Aruch. Nous, on compte sur le Rama. Oui. Pourquoi? Parce que le Rama, il a dit, c'est comme s'il y a une muraille. Il te dit, imagine-toi qu'il y a une muraille avec une porte et une porte et une porte et une porte. Il te dit qu'en réalité, 2 poteaux et un fil, c'est un portail. 2 poteaux et un fil, c'est un portail. Combien de portails? Shulchan Aruch, il dit, il n'y a plus de muraille. Il est où le mur? Mais comme c'est Midera Banane et c'est Mishlomo Amelech, c'est pas Minatora, on est plus Mekelim. On a tendance à être Mekelim. Pourquoi, quand tu dis qu'il y en a un seul qui ne veut pas s'associer, ça fait tomber la chose? Parce que Miou Batel Merov. Non, mais comme lui. Non, mais là, il y a fait Méod. Parce que là c'est le Hirouvé Chatzerot. C'est l'idée de Hirouvé Chatzerot. Chachamim, il ne voulait pas que tu transportes comme ça, Stam. Ben, il y a un problème de Hirouv. Alors, déjà. C'est pour ça l'histoire du tonneau, au moins quelque chose. Alors, déjà, j'explique. Alors, la règle de Hirouvé Chatzerot et de Shitoufé Mevohot, pour éviter, il y avait déjà des problèmes, surtout déjà au XVIIe siècle. Ça a commencé les problèmes avec des juifs qui étaient non religieux. Déjà, ça a commencé. Et ils disaient, pour embêter les religieux, je ne veux pas m'associer. Je ne veux pas m'associer avec vous. Tout ça, c'est l'interdiction de porter Shabbat. Oui. Je ne veux pas m'associer. Alors, je ne veux pas m'associer avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le Chacham Tzvi? Le Chacham Tzvi, Rabbi Tzvi Eskenazi, il était rabbin à Londres et à Amsterdam. Il était rabbin au début à Londres, dans la communauté des Séfarades. C'était un rabbin ashkénaze qui est parti à Sarajevo. Il est né en Pologne. Il part à Sarajevo. À l'époque de Bogdan Khmelnytsky, il se sauve de Sarajevo. Il arrive en Grèce. Il étudie chez Rabbi Shmuel Demodina. Ouais, en 1700. Et il devient séfarade dans toutes ses coutumes. Il change son nom. Alors, il se fait appeler
Chacham Tzvi. Chacham, c'est les Sfarad. Les Sfarad, ils appellent le rabbin Chacham. Le Chacham. Et quand il retourne en Pologne, il kiffe son étude et il dit à tout le monde, je reste séfarade. Donc même les Ashkénazes l'appellent le Chacham Tzvi. Il parle le ladino, l'espagnol, et il devient le rabbin de la communauté portugaise à Londres. Quand il est à Londres, commence l'histoire de Sabbatai Tzvi, à Smyrne. Ça commence l'histoire, il y a lui et il y a le rabbin il y a un autre rabbin séfarade marocain à Londres, Sasportas, Shishportish. Marocain algérien de Tlemcen. Et eux, les deux, ils se battent contre Shabtai Tzvi. Mais le groupe de Shabtai Tzvi, ils ont beaucoup d'argent, ils sont influents. Ils les jettent des communautés. Et les deux se retrouvent, en fin de compte, à Amsterdam. Et ils font une guerre contre Shabtai Tzvi. C'est eux les deux visionnaires, rabbins de Ham Israël, qui ne sont pas tombés dans le piège de Shabtai Tzvi. Et ils disent à tout le monde, c'est un menteur. Éloignez-vous de lui. Et les rabbins ne leur font pas cas. Beaucoup de rabbins énormes ont été piégés, ont suivi Shabtai Tzvi. Ah, Shabtai Tzvi, c'était la star. Et quand Shabtai Tzvi devient musulman, oui, pour se sauver, le sultan l'appelle chez lui. Le sultan l'appelle, lui dit, tu veux prendre mon trône, tu veux devenir toi aussi roi, je vais maintenant te guillotiner tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait Shabtai Tzvi pour être préservé de la mort? Il prend un turban d'un musulman à côté de lui, il met le turban sur sa tête et il dit, vive Mohamed, je suis musulman, tu ne peux plus me tuer. Mais après quand il fait ça, vous avez raconté oui. qu'il faisait des choses sur lui. D'accord. Mathir, oui. Alors le sultan le laisse. Il dit, tu es devenu musulman, donc tu as abandonné l'idée d'être messie. Quand Sabbatai Tzvi, il sort de là-bas, il dit, j'ai fait ça parce que c'est l'épreuve du messie. Maintenant, avec lui, quand il a fait ça, le monde juif, il a compris qu'il a franchi une barrière là. Alors, il y a 150 000 fidèles de Shabtai Tzvi qui deviennent musulmans comme lui. Oui. Et ça a cassé Am Israël. Et c'est là que les gens ont commencé à comprendre. C'est là que les gens ont commencé à comprendre que Rabbi Tzvi, Chacham Tzvi, il avait raison. Il a vu depuis le début comment il était tordu, sa folie de grandeur, il a vu des choses. En tous les cas, donc, on se retrouve déjà avec beaucoup de problèmes. Chacham Tzvi, ils étaient riches parce qu'ils faisaient de la pratique. oui, aussi, bon, mais jusqu'aujourd'hui, le quartier les plus riche à Istanbul est peuplé des fidèles de Shabtai Tzvi. Oui. Tu peux pas rentrer habiter dans leurs immeubles. Ils habitent dans le quartier le plus chic. Quand tu parles à Paris, le quartier le plus chic de Paris, c'est à côté des Tournelles. Comment ça s'appelle l'endroit là-bas? Non, pas le Marais. Place des Vosges. Alors, tu as un quartier à Istanbul qui est comparé à Place des Vosges, il s'appelle Nishantashé. Nishantashé, c'est tous des multimillionnaires. Tu ne peux pas rentrer dans leurs immeubles si tu n'es pas parmi eux. Ils ne se font pas parler, mais ils se transmettent des choses. Ils se marient entre eux. Le maire de Smyrne, il me l'a dit. Il m'a dit qu'il appartenait à cette... Oui. Il est mort. Atatürk était... Non, il était. Eliezer Ben Yehuda témoigne qu'il a rencontré Atatürk. Et Atatürk lui a dit, c'est moi le Messie, c'est moi qui vais dévoiler le Messie. Bon, en tous les cas. Alors, je retourne dans la chose. Chacham Tzvi, il a fait une invention. Chacham, des immeubles collés. Chacham Tzvi, il a fait une invention qui est ramenée dans tous les poskim. Il a dit, maintenant par exemple, tu habites à Paris. Il faut que tu saches que, d'après la halakha, tu habites à Paris dans un immeuble qui a 15 étages. Vous êtes 10 juifs dans l'immeuble, d'accord? Tu sais que dans l'immeuble, tu n'as pas le droit de transporter, de faire sortir une bouteille. Tu veux aller faire un repas de Shabbat chez ton voisin, même ton voisin de palier. Tu as des goy, tu as des juifs. Maintenant, tu as un juif dans ton immeuble, il n'est pas d'accord dans lui, il n'est pas au courant, tu ne peux pas faire Rouvé Khatzerot. Alors, comment je transporte? Je veux descendre avec ma poussette du premier étage en bas. Une femme juive, la pauvre, elle a accouché. Elle veut sortir au moins dans la cour Shabbat, elle ne veut pas rester prisonnière toute la journée.
Chacham Tzvi, il a fait une invention. Il a dit, le maire de la ville, il a l'option, lui, s'il a un droit d'évacuer les gens de la ville pour un incendie, pour loger des soldats dans les maisons en cas de guerre. C'est-à-dire, il a une propriété sur ma maison quelque part. Une petite propriété. Si lui, il loue, il me loue, il me donne l'autorisation de prendre quelque chose, c'est comme si nous tous, on a invité chez lui, mais il faut faire un contrat avec lui. Ah, que le maire, lui, il loue en quelque sorte. Il loue à la communauté juive l'autorisation. Exactement. Il loue ce droit. Il fallait penser. Et le pacha de la ville, à l'époque, c'était le maire de la ville qui avait cette option. Aujourd'hui, c'est plus le maire. À Paris, par exemple, c'est pas. Tu vas chez Bertrand Delanoë, je sais pas, c'est qui le maire aujourd'hui? Hein? Hidalgo. Tu vas chez. Tu vas chez Hidalgo. Je l'ai sorti, il m'est sorti de. Ouais. Hidalgo, je sais pas moi, tu vois. Tu vas chez lui, il ne peut pas te signer. Il y a un en France. C'est qui? Non, ce n'est pas le président de la République. C'est le préfet. Le préfet, exactement. Le préfet de la ville, en cas de guerre, par exemple, il a le droit de dire, acquisitionné, il a le droit de dire le 19e vide en 24 heures. Vous allez loger des soldats maintenant. C'est les soldats qui peuvent utiliser en cas de guerre, etc. Il a le droit. Le préfet, exactement. Alors, le Rav Rothenberg, le père, il avait fait des relations pendant 2 ans avec le préfet et il a invité un jour. Il lui a fait un kavod, ils l'ont arrosé et tout ça. Et ils lui ont dit de faire avec eux un contrat pour 100 ans de la République, comme quoi ils louent pour 100 ans pour pouvoir permettre aux gens dans les Hirouvé Hatserot de pouvoir au moins transporter dans les immeubles. Sinon, tu n'as pas le droit. Parce que si tu n'as pas, en France, il faut faire un Hirouvé Hatserot dans chaque immeuble. Mais il a fait ça que sur Paris. Si tu es à Strasbourg, par exemple. C'est pas que chaque palier, c'était un Hatser en lui-même. Ben oui. Si tu es à Strasbourg ou à Marseille, je ne sais pas s'ils l'ont fait. Tu n'as pas le droit de transporter. Même si tu es dans l'immeuble, tu dis, mais je ne suis pas sorti dehors. Non, monsieur, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire tiltoul. Même en Israël, même s'il y a un hirouv, ça ne t'autorise pas encore le dérabanan de hirouv et Hatserot. Il faut le savoir. C'est dans un endroit en Israël, dans un moshav, où il n'y a pas de rave. Il n'y a personne qui a, même s'il y a un hirouv, que le rabbinat local il a fait, s'ils n'ont pas fait un hirouv et Hatserot dans le yishuv, il n'y a pas. Tu es en train de dire que le hirouv n'annule pas le hirouv. Non. Ça veut dire que le hirouv Hatserot, il vient en plus. Je vais aller, on est à Jérusalem, dans la vieille ville. Il faut un hirouv et Hatserot, oui. Mais les gens, ils ne savent pas. Malheureusement. Si le Rav, il fait un chitoufé, mais le Rav de la ville, il est censé le faire. Alors, je vais vous raconter une chose. Un jour, je suis au bureau. Non. Un jour, alors, il a raison. Un jour, je suis assis au bureau du Rav Amar. Et il y a un Rav qui a 65 ans. Il vient. On avait un budget. Le bureau de Misrad Adatot, il donnait un budget à chaque Rav de ville et de Moshav, 50 000 shekels, 60 000 pour réparer le hirouv. Maintenant, les rabbanim, ils laissaient ça pour gratter. Il attendait la dernière minute, il faisait une fausse facture, comme s'ils ont fait un hirouv pour encaisser l'argent. Et on a eu des plaintes des gens religieux qui disaient que le hirouv, il est catastrophe. Alors, on demandait au rabbin des comptes, qu'est-ce que tu as fait avec ton hirouv? Par exemple, même le hirouv déjà de la ville avec les fils, le simple hirouv, si le fil, il n'est pas sur la base, c'est pas cachère. Ça veut dire que tu as le poteau. Le poteau, il est là. Le poteau, il est là. Ça, c'est la base du poteau dans le sol. Le fil, il est là. Si le poteau, il est comme ça, le fil, il est là. Mais le fil, il n'est pas sur la base, en réalité. C'est pas sous le hirouv. Dans le Sharon, non, pas toujours. Ils mettent des canettes, des fois sur le fil. Il y a un gars qui tourne en moto, Erev Shabbat autour du hirouv, et il voit les canettes. Si les canettes ne sont pas tombées, comme en France, qu'est-ce qu'ils font en France? Ils te mettent les grosses boules sur les trucs d'électricité pour savoir que ce n'est pas tombé.
C'est pour ça, c'est le signe pour savoir. Alors, ils font maintenant, dans le Sharon, qu'il n'y a pas de béton, il faut avoir. C'est pas toujours stable. Alors, on vérifiait, on demande alors, qu'est-ce qu'on faisait? On allait en semaine des missions, le Rav Amar nous chargeait de mission. J'allais avec un autre monsieur et on faisait l'analyse du hirouv et on lui donnait un rendez-vous, un compte rendu. Le hirouv n'est pas bon. Bon, pas bon. Donc, on convoquait, tu vois. Un jour, il y a un Rav, il vient, une ville en Israël, je ne vais pas dire le nom, 80 000 habitants. C'est beaucoup. Une ville équivalente à Ranana. Le Rav, il s'assoit, il commence à me raconter des bobards. Alors je lui dis, dis-moi, Hirouvé Chatzerot et Chitoufé Mevot, tu leur fais? Il y a le Hirouv de la ville, il me dit. Le Rav, il ne connaît pas la halakha. Je lui dis, mais Hirouvé Chatzerot. Il me fait, il n'y a pas besoin de Hirouvé Chatzerot, il y a le Hirouv de la ville. Je dis, Hirouvé Chatzerot, je lui répète. Hirouvé Chatzerot. Vous ne connaissez pas? J'ai dit au Rav Amar, c'est une catastrophe. Tout de suite, j'ai préparé un papier. J'ai demandé au secrétaire d'envoyer à tous les rabbins de toutes les villes et tous les moshavim en Israël. Si vous ne l'avez pas fait jusqu'à maintenant, sachez-le, c'est un vrai problème. Vous êtes obligé de le faire, de prendre un paquet de matzot, de mettre dans la synagogue principale, de dire que vous donnez l'autorisation à toute la ville de s'associer. Sinon, on n'a pas le droit. Mais je vous dis qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça à la chôte. Hirouvé Chatzerot et Chitoufé Mevot, on est obligé de le faire. C'est-à-dire, toi maintenant, Shabbat, quand tu fais ton hôtel, les gens. Mais je peux le hérouve. Par inclus. Il faut que tu. De l'hôtel pour que les femmes avec des musettes. Par un que ça. À part ça. Donner un goûter aux enfants dehors. Alors, à part ça. L'apéritif de Shabbat à l'extérieur. À part ça, ouais. Ah ouais, je peux le top. À part ça. Sur la neige. À part ça, tu as besoin de prendre un paquet de matzah. Il y a une bracha. Et tu as besoin de faire le hirouvé. Le hérouve à la cuisine avec le chauffeur. Ça veut dire le Shabbat, tu dois faire avant Shabbat le hirouv. Poser pour tout le monde un hirouvé chatzerot. Dire que tout le monde s'associe, tu leur donnes. Moi, je n'ai pas fait le distinguo. Alors maintenant, il faut le faire. Voilà. À part ça, il faut faire aussi le hirouvé chatzerot. J'autorise à tout le monde de s'associer dans cette boîte de matzah. Et tu le mets dans la synagogue pour que tout le monde puisse manger, pour que tout le monde puisse transporter dans l'endroit. C'est vrai que les enfants, par exemple, ce qui a remplacé dans les hôtels le Khatser, très souvent, quand on privatise un hôtel entier, moi je fais ce que je veux, donc enfin, on a le responsable, mais dans le respect, les couloirs d'hôtel, quand ils sont très larges, ça devient des terrains de jeu des enfants, très souvent avant de naissance, dans les intimités. Donc, ils vivent là-dedans, c'est quelque part, il y a une logique dans le... Alors, dans le hirouv, dans le mévot, dans le Mevorot, dans le Mavoy, il faut mettre un poteau à l'entrée. À part tout ce qu'on a fait, tout ce que je vous ai expliqué maintenant. Alors la Gemara. Oui, dans le traité Hirouvin. Maintenant, on te dit que si dans le Mavoy, à l'entrée du Mavoy, le poteau il est plus élevé que 10 mètres, il faut le baisser pour qu'il soit caché, pour qu'on le voit. Alors la Gemara, elle a posé la question pourquoi dans ma série de Souka, on a dit Pasoul et c'est tout. Et alors que dans le Mavoy, on a dit l'option, baisse-le pour qu'il soit caché. Yemaet, oh, tu n'as pas dit ici aussi. Souka, Sheik, voit les malamés, Srimama. Yemaet, baisse. Baisse. Pourquoi tu dis Pasoul? Pourquoi tu utilises du négatif? Pasoul. Yemaet, arrange. Alors la Gemara, elle va donner 3 réponses différentes que Bezrat Hashem, on verra demain avec le Tosfot et Rachid. Baruch Adonai Leolam, Amen.